Bonjour Sam. Aujourd'hui, on plonge dans quelques documents pour une question qui a l'air simple comme ça, mais qui est vraiment essentielle. De quoi une plante a besoin pour vivre et pour grandir? Bonjour, oui, c'est une question de base en biologie, mais les mécanismes derrière sont assez fascinants. Exactement. Et les sources qu'on a là, des extraits d'un module de biologie, utilisent des expériences assez classiques, mais très très claires pour illustrer tout ça. Des manips bien conçues, Voilà. Notre but, c'est d'en tirer l'essentiel, de comprendre vraiment ce qu'il faut à une plante. Au-delà du simple, il lui faut de l'eau et du soleil, quoi. c'est ça, c'est un peu plus complexe. On va voir que ces organismes qu'on croit parfois un peu passifs, ce sont en fait d'incroyables usines chimiques. Bon, allons-y, décortiquons ça. C'est parti. Alors, le premier document, le Doc 8, nous met direct dans le bain avec une série d'expériences. Une approche très scientifique, non Ali, pour isoler les facteurs. Tout à fait, la méthode comparative classique. Essentielle pour tirer des conclusions solides. On imagine 4 groupes de plantes. Il y a le groupe témoin, celui qui a tout ce qu'il faut, de l'eau, des sels minéraux, du dioxyde de carbone, le CO2, de l'air, et puis de la lumière. Et ce témoin, il pousse bien, c'est notre référence, notre point zéro en quelque sorte. C'est ça. Et c'est là que ça devient intéressant. Les 3 autres groupes, on leur retire un seul truc à chaque fois. Un seul facteur manquant par expérience, c'est ça la clé. Voilà. Pour le premier, plus d'eau. Pour le deuxième, on bloque l'accès au CO2. Et le troisième, il a de l'eau, mais de l'eau distillée, sans sels minéraux dedans. D'accord. Et le résultat, il est assez net, hein, dans les 3 cas. La plante, elle survit un peu, mais elle pousse beaucoup moins bien, vraiment moins bien que le témoin. Oui, la croissance est clairement limitée, voire stoppée. Et c'est là que le témoin prend tout son sens. Comment ça? Sans ce témoin qui pousse normalement, on pourrait se dire peut-être que les conditions générales n'étaient pas bonnes. Mais là, comme le témoin va bien, on est sûr que c'est bien l'élément qu'on a enlevé, l'eau, le CO2 ou les sels minéraux, qui est responsable du problème. Ah oui, d'accord, c'est pour ça qu'il est crucial. Exactement. Ça démontre sans ambiguïté que ces trois éléments, eau, dioxyde de carbone et sels minéraux, sont indispensables. Ce sont des nécessités. Des matières premières, en fait. Des matières minérales, oui. La plante va les utiliser pour se construire. Très clair. Donc on a notre tuyau eau, CO2, sels minéraux. Indispensable. Mais en regardant bien ces expériences, il y a un autre facteur important qui était là tout le temps, pour tout le monde, Mhm. et qui n'a pas été testé en le retirant dans cette série. Je pense à... La lumière. Bien vu. Effectivement, la lumière était présente pour tous les groupes. Alors, comment on vérifie son rôle? Eh bien, une autre activité. L'activité 2 avec le document 9 sans charge. Et la méthode est assez directe. Ah oui. On prend un seau, un truc opaque, quoi, et on le pose sur un bout de pelouse bien verte. Et on laisse comme ça une semaine. Ah oui, le coup du saut sur l'herbe. Et alors le résultat? Comme le montrent les photos, après une semaine, l'herbe qui était sous le seau est devenue toute jaune, toute palote. Décoloré, ouais. Le contraste doit être saisissant avec l'herbe autour restée à la lumière. Exactement. Difficile de ne pas conclure que la lumière, elle aussi, est essentielle. Mais à elle, c'est pas une matière comme l'eau ou le CO2. La plante ne la mange pas. Non, précisément. Ce n'est pas une substance de construction. C'est la source d'énergie. L'énergie nécessaire pour que la plante puisse justement utiliser ces matières minérales. L'énergie pour faire tourner l'usine chimique, en quelque sorte. C'est une bonne image, oui. Et ça nous amène à un concept vraiment central en biologie végétale, l'autotrophie. Autotrophie. Ok, encore un terme un peu technique. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Alors, auto, ça veut dire soi-même, et trophe, ça vient de nourriture. Donc, littéralement, qui produit sa propre nourriture. D'accord. Mais elle mange pas ses propres feuilles quand même. Non, non, pas du tout. Ça veut dire qu'elle fabrique sa propre matière organique, les sucres, les protéines, tout ce qui la compose à partir de choses purement minérales. Ah, juste avec l'eau, le CO2 et les sels minéraux dont on parlait. Exactement. Et pour faire ça, pour transformer ce minéral en organique, il faut de l'énergie. C'est là que la lumière intervient. Elle est captée par des pigments, comme la chlorophylle, ce qui donne la couleur verte. Donc la plante, c'est une sorte d'alchimiste qui transforme l'inerte en vivant grâce au soleil. C'est une très belle façon de le dire, et c'est fondamental. C'est ce qui la différencie de nous, les animaux. Nous, on est hétérotrophes, c'est ça? Oui, hétéro pour autre. Nous, on a besoin de manger de la matière organique qui existe déjà. On mange des plantes ou des animaux qui ont mangé des plantes. On dépend des autres pour notre nourriture. Sans les plantes et leur autotrophie,
Ben, la vie telle qu'on la connaît serait impossible. C'est pour ça qu'on dit que les plantes sont les producteurs primaires. Elles sont à la base de presque toutes les chaînes alimentaires. Elles injectent l'énergie du soleil dans le monde vivant. C'est tout à fait ça. Et ce processus magnifique, c'est la fameuse photosynthèse. Le schéma dans les documents le montre bien. L'eau et les minéraux montent par les racines, Le CO2 entre par les feuilles. oui, par des petits trous, les stomates. Et la lumière active tout ça. Et il y a même un déchet produit, mais qui est vital pour nous. L'oxygène. Exactement, l'O2 qu'on respire. C'est fou quand on y pense. Toute la masse d'un grand arbre, ça vient principalement de l'air, le CO2, et de l'eau, assemblée grâce à la lumière. Oui, c'est assez incroyable. Ça explique pourquoi on peut faire pousser des plantes sans terre, non? L'hydroponie, mentionnée dans les notes, Ah oui, juste avec les racines dans l'eau et des nutriments. c'est ça. Si l'eau contient les bons sels minéraux, que la plante a du CO2 et de la lumière, la terre n'est pas indispensable en tant que nourriture directe. Elle sert de support, de réservoir, mais la plante se nourrit des minéraux dissous. Logique. Et ça a des conséquences directes sur l'agriculture, par exemple. L'exercice 2 montre un graphique sur l'effet des engrais. Les engrais, c'est bien pour apporter ces fameux sels minéraux, non? Tout à fait. Les engrais, c'est une façon de donner aux cultures les minéraux dont elles ont besoin en grande quantité, surtout l'azote, N, le phosphore, P, et le potassium, K. Le graphique sur le maïs et l'azote est très parlant. On voit que plus on met d'engrais azotés, plus le rendement augmente. Oui, clairement, plus d'azote, ça permet à la plante de fabriquer plus de matière, donc plus de grains de maïs. Mais Il y a un mais. oui, regardez bien la courbe, elle monte, mais ensuite elle atteint un plateau. Et même dans cet exemple, elle redescend un peu si on en met vraiment trop, au-delà de 200 kilos par hectare environ. Ah oui, c'est vrai. On pourrait croire que plus c'est mieux pour un truc essentiel. Pourquoi ça stagne ou baisse? Bah, il y a des limites, hein. La plante ne peut pas absorber et utiliser l'azote à l'infini. À un moment, c'est juste trop. D'accord. Un excès peut aussi créer des déséquilibres avec d'autres nutriments, ou même être toxique pour la plante ou les microbes utiles du sol. Et puis, il y a l'impact environnemental. L'azote non utilisé par la plante peut polluer les eaux. Donc il y a une dose optimale en fait. Exactement. Ce graphique illustre bien qu'il faut fertiliser juste ce qu'il faut. Ni trop, ni trop peu. C'est tout l'enjeu d'une agriculture raisonnée. Compris. L'équilibre, toujours. Et les autres exercices, ils confirment tout ça, j'imagine. Oui, il renforce ses idées. L'exercice 1 et un bout du 4, c'est le rappel évident du besoin en eau. Le haricot non arrosé fane et meurt. Pas de surprise. Classique. L'autre partie de l'exercice 4 est un peu plus fine. On compare des haricots qui poussent dans de la terre normale, avec de l'humus, et d'autres dans du sable lavé, sans humus. Mais les deux sont arrosés avec de l'eau plus sels minéraux. Et le résultat? Ils poussent pareil. Ça montre que ce n'est pas l'humus direct que la plante mange. L'humus, c'est super important pour le sol. Ça retient l'eau, ça libère lentement des minéraux en se décomposant. Mais la plante absorbe les minéraux dissous, pas l'humus en tant que tel. Voilà. C'est la confirmation que la nutrition est minérale. Et pour finir, l'exercice 5 pose une question toute simple. Pourquoi on ne trouve pas de plantes vertes au fond des grottes? La réponse découle directement de tout ce qu'on a dit. Il n'y a pas de lumière. Exactement. Pas de lumière, pas d'énergie. Pas d'énergie, pas de photosynthèse. Pas de photosynthèse, pas de fabrication de nourriture. Donc pas de vie durable pour une plante verte dans le noir complet. C'est l'illustration parfaite de la dépendance à la lumière. Tout à fait. Bon, alors, si on résume. Pour qu'une plante pousse bien, il lui faut un cocktail précis. De l'eau, des sels minéraux souvent puisés dans le sol, du dioxyde de carbone qu'elle prend dans l'air, et la lumière comme source d'énergie. C'est ça. Et c'est cette capacité à utiliser tout ça, cette autotrophie, qui leur permet de construire leur corps à partir de l'inorganique. Une super synthèse. Et comprendre ça, c'est utile partout, non? Pour le jardinage, pour l'agriculture, pour comprendre les écosystèmes. Absolument. Que ce soit pour savoir pourquoi ces géraniums font la tête, ou pour gérer la fertilisation des champs de manière plus durable, ou juste pour s'émerveiller du fonctionnement de la nature. Ces producteurs primaires, ils sont vraiment à la base de beaucoup de choses. C'est clair que ça donne une autre perspective. Tiens, et pour terminer, pour laisser une petite question en suspens, les documents évoquent un cas un peu bizarre dans la section « Pour aller plus loin ». Ah, vous pensez aux plantes carnivores? Oui. Celle-là, elle semble un peu casser notre belle logique, non? Si les plantes se nourrissent de minéraux, de CO2 et de lumière, pourquoi certaines s'embêtent à attraper des insectes? C'est une excellente question. Elles ont développé des pièges parfois hyper sophistiqués. Alors pourquoi? Le texte donne une piste.
Elles vivent souvent dans des milieux très pauvres, des tourbières par exemple, où il manque certains minéraux essentiels, comme l'azote. Mhm. Alors, ce comportement carnivore, finalement, ce serait peut-être pas pour l'énergie, mais pour compléter leur régime minéral, pour récupérer l'azote et le phosphore contenus dans les insectes. C'est l'hypothèse principale, oui. Une adaptation incroyable pour survivre là où les nutriments du sol sont rares. Elles restent autotrophes pour l'énergie via la photosynthèse, mais elles complètent leur alimentation minérale par la prédation. Fascinant. Ça montre bien que même avec des règles généraux, le vivant trouve toujours des stratégies étonnantes. Voilà une belle piste à creuser pour ceux qui veulent aller plus loin. Tout à fait. Le monde végétal est plein de surprises.